Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Qui est Charlie, sociologie d'une crise religieuse? C'est le livre que vous publiez dans quelques jours au Seuil, où vous tentez de démontrer que ceux qui ont défilé le 11 janvier étaient en réalité le contraire de ce qu'ils prétendaient être, c'est-à-dire à vos yeux égoïstes, anti-égalitaires et xénophobes. Ce sont, dites-vous, les classes moyennes qui ne voulaient que maintenir leur pouvoir dominant sur les classes populaires ou immigrés. Mais avant ce travail sociologique, on va en reparler, il y a votre analyse, votre réaction à chaud que vous résumez en introduction. Qui est Charlie? Pas vous. Vous parlez d'un moment d'hystérie collective, de foule convoquée par François Hollande qui a choisi de glorifier les frères Kouachi, de millions de Français qui se sont précipités dans les rues pour définir comme besoin prioritaire le droit de cracher sur la religion des faibles et même le devoir de blasphémer. Vous comparez cet épisode à l'Inquisition, à l'antidreyfusisme, à Vichy et même au nazisme. Vous faites l'hypothèse que Charlie... Pas au nazisme. Non. Mais le reste était très bien. Hein. Le nazisme, vous le citez, page 15, absolument. Vous expliquez que les caricatures des juifs au nez crochu en ce sens, oui, ont c'est vrai. précédé les violences physiques en ce sens. Et l'antisémitisme. Vous faites l'hypothèse que Charlie a un rapport avec les pages les plus noires de la France contemporaine. On a d'abord envie de vous demander, Emmanuel Todd, vous avez croisé des gens qui ont manifesté le 11 janvier, vous leur avez parlé, vous les avez interrogés? Je vis au milieu d'eux. C'est-à-dire, je parle aussi d'une expérience. Moi, je ne suis pas allé manifester. Oui. Je connais ces gens. Je vis dans un milieu de centre-gauche. Et donc, je veux dire, en première analyse, en première approche, il me semble que je le dis dans le bouquin aussi, ces gens sont sympas. Il n'y a pas de problème. À toutes sortes de niveaux, c'est des gens comme moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'essaie d'expliquer en faisant référence à la fausse conscience de Marx, oui, c'est à la sociologie durkheimienne, de l'inconscience. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et à la sociologie de Max Weber, c'est un livre qui est d'inspiration weberienne. Le travail du sociologue, ça n'est pas de simplement s'arrêter à ce que les gens pensent sur eux-mêmes, c'est d'essayer de comprendre une logique des choses. Et l'idée même de la sociologie, c'est que les gens, les individus, sont le jouet de forces qui les dépassent. Et ce que j'ai pensé, ce que j'ai senti immédiatement, alors c'est vrai que ça a été dur. Alors je dirais franchement que pour la tolérance des gens étaient sympas, mais ce que j'ai entendu autour de moi, dans mon environnement proche, au moment où j'ai dit que je sentais pas le truc et que j'avais pas envie d'y aller, j'ai entendu ce qu'on n'a pas entendu dans la foule, mais ce qui était partout. J'ai entendu des horreurs. Pour la première fois de ma vie, je me suis entendu dire que parce que je ne sentais pas les choses comme les gens, je n'étais pas un vrai Français. Alors peut-être je ne suis pas un vrai Français, j'ai fait des études en Angleterre, je ne sais pas, peut-être ça me disqualifie comme Français. Voilà. Mais les horreurs que vous avez entendues, elles étaient parfois xénophobes, parce que c'est le fond de ce que vous essayez de démontrer. Je veux dire, alors là on repasse à la sociologie. Alors la sociologie, il y a un fait dans cette manifestation, c'est que c'est le droit de caricature, je veux dire, le droit de caricaturer dans l'esprit de tout le monde le personnage central de la religion d'un groupe dominé, périphérique, composé plutôt, mais pas exclusivement de pauvres. Et en ce sens, cette manifestation était xénophobe. Au sens religieux, il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Si une société, si vous voulez, si les gens qui représentent ou qui pensent représenter 95% de la population d'un pays se mettent à cibler comme leur problème, je dirais, prioritaire, simplement la mise au pas de la religion d'un groupe qui représente 4 ou 5% de la population, on est dans un cas de xénophobie. Pour vous, critiquer l'islam ou dessiner Mahomet, par principe, c'est xénophobe et ça devrait être interdit. C'est ce que vous écrivez. Non, absolument. Ah si, vous l'écrivez. Alors je vais vous blasphémer de manière répétitive et systématique sur Mahomet, personnage central de la religion d'un groupe faible et déterminé, devrait être qualifié d'incitation à la haine. J'attendais un truc comme ça, donc j'ai amené une photocopie de la page 233 de mon livre, les conclusions et ce qu'il faut faire. Donc il y a un paragraphe, c'est le projet de réconciliation, je dirais, entre Français de toutes origines. La phrase que je viens de dire, elle figure dans votre livre. Je vous donne la conclusion. Oui. Alors, sur le droit au blasphème, un petit sur le droit au blasphème. Petit a, le droit au blasphème est absolu. Les forces de l'ordre doivent assurer la sécurité physique des blasphémateurs. Les ministres de l'Intérieur qui échouent dans cette tâche doivent rendre des comptes à la nation. Bernard Cazeneuve aurait dû être démissionné d'office parce qu'il n'a pas su protéger les gens de Charlie Hebdo. Petit b. Les citoyens français, musulmans ou non,
qui considèrent que blasphémer sur la religion d'un groupe dominé est inutile et lâche ont le droit de le dire sans être accusés, ni d'apologie du terrorisme, ce qu'a fait Machine Fourest là l'autre jour chez vous, ni de ne pas être de bons Français. Caroline Fourest. L'État doit protéger leur liberté d'expression. C'est un livre qui, dans le fond, la violence du ton est certaine au début. Non, mais j'ai lu ce que vous venez de dire. C'est le contraire de ce que vous dites dans l'introduction. Pardon. Mais non, vous dites blasphémer devrait être qualifié d'incitation à la haine. C'est écrit page 15. Mais en l'occurrence, c'est une incitation à la haine. Je donne les conclusions. Je suis dans une optique de pacification. Tout le livre essaye de faire comprendre, d'abord, j'aimerais qu'on en parle, la sociologie de l'événement, la réalité de ses déterminations. Mais c'est un livre aussi qui, partant d'une indignation de départ, continue dans une analyse sociologique des choses et aboutit à un projet, je dirais, raisonnable et pragmatique de gestion des tensions en France pour que tombe l'ambiance d'islamophobie et de plus en plus, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est l'antisémitisme qui monte, c'est ma vraie motivation d'écriture de ce livre. Vous voyez, donc il ne faut pas, ne soyez pas trop littéral. Ah bon? Ah bah écoutez, excusez-moi. Non, plutôt d'avoir lu ligne à ligne ce livre de bout en bout, je l'ai même lu deux fois. Je l'ai même lu deux fois tellement il m'a sidéré à la première lecture. Et j'en suis heureux, mais je regrette que vous n'ayez pas donné les conclusions définitives et pas d'un cours de raisonnement qui sont à la page 233. J'ai eu le tort de commencer par le début. Peut-être vous n'êtes pas allé jusqu'à la page 233. Je suis allé jusqu'à la page 233, mais j'ai eu le tort de commencer par le début. Pardon, sur le... Mais non, ça n'est pas banal. Mais ça n'est pas banal. C'est exactement ce qu'on m'a interdit de faire. Emmanuel Todd. Oui. Quand on parle de sociologie, peut-être un petit peu. On va en parler juste une minute encore, parce que ce que entendent nos auditeurs doivent au minimum les surprendre. Vous n'êtes pas loin d'expliquer. Nous sommes nombreux. Vous n'êtes pas loin d'expliquer que, au fond, Charlie a bien cherché ce qui lui est arrivé. Mais j'ai jamais dit ça. Mais je veux dire, c'est quasiment diffamatoire. Je dis la foule est sympa, les gens ont une idée confiance d'eux-mêmes. Vous parlez de Charlie Hebdo comme d'un journal spécialisé dans la stigmatisation de l'islam. Mais c'est une vérité. C'est absolument faux. Mais là, on tourne en rond. C'est-à-dire que vous nous remettez le 11 janvier. C'est l'objet de votre livre, non? Non, mon livre est dans l'analyse sociologique du 11 janvier. À l'époque, comme il y avait une ambiance, je dirais, de terrorisme intellectuel, j'ai renoncé à m'exprimer sur les ondes. J'ai refusé toutes les participations au débat parce que j'aurais été pris dans le genre de machin dans lequel je suis pris ce matin, c'est-à-dire quelque chose de pas terrible, en fait, où on empêche les gens d'exposer leur argumentation de fond. Juste avant le 11 janvier, il y a un événement originel qui est la tuerie de Charlie, dont vous parlez pas, comme si ça n'avait pas grande importance. Mais est-ce que vous allez me laisser exposer mon livre ou est-ce que vous allez nous ramener le 11 janvier à ce jour où on n'avait pas le droit de parler? Je peux parler de mon livre ou pas? Est-ce que je peux parler de sociologie et de votre livre? Juste sur un mot. Vous suggérez que les frères Kouachi relevaient de la psychiatrie. Et un peu plus loin dans le livre, vous essayez de démonter la mécanique sociale qui conduit des jeunes Français au terrorisme. Bon, alors, il y a deux choses là, parce que vraiment, je suis un bon gars, je suis venu parler d'un livre. Si vous m'empêchez de parler de mon livre, et si vous me refaites le coup du terrorisme intellectuel du 11 janvier, je vais, avec le plus grand calme, quitter le studio. Non. Alors, est-ce que je peux parler du livre? Est-ce que vous me laissez exposer la thèse du livre? Allez-y, je vous en prie. Alors, la thèse du livre, c'est de dire qu'il y a, je dirais, des valeurs manifestes qui ont été exprimées par les manifestants, qui étaient belles et bonnes, qui étaient des valeurs de liberté et d'égalité, mais que l'analyse statistique et cartographique de la manifestation, en utilisant les cartes qui ont été publiées par des journaux, moi j'ai utilisé celle de Libération, montrait tout à fait autre chose. C'est-à-dire que j'ai fait une carte, je dirais, pour toutes les zones urbaines, de l'intensité des manifestations. C'était l'époque où tout le monde, où les gens comme vous disaient que tout le monde était unanime. Et puis j'ai comparé ces cartes, j'ai noté des niveaux d'intensité des manifestations très différents selon les villes, selon les régions, etc. Et j'ai trouvé 3 variables explicatives fortement déterminantes au sens de la statistique. Alors, il y avait 2 variables de classe, c'est-à-dire la proportion de des cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population, qui explique la surmobilisation de grandes villes comme Paris, Toulouse, etc. Et puis, il y avait l'absence d'ouvriers,
C'est normal, les ouvriers n'étaient pas là, les cadres étaient là, les ouvriers n'étaient pas là. Et puis une autre variable qui est pour moi la plus importante, qui est l'imprégnation catholique de la province concernée. Vous avez superposé cette carte avec celle du oui à Maastricht en 92. Et donc, c'est très important. Si on veut comprendre ce qui se passe en France, si on veut comprendre le développement de l'islamophobie et de l'antisémitisme, il faut savoir qu'il existe deux France. Tout le monde fait comme s'il n'y avait qu'une tradition française républicaine, qu'on était un peuple uni et que l'histoire de la République avait été un chemin, je dirais, semé de roses. Mais il y a deux France. Il y a une France centrale, qui est la France du bassin parisien, la France de la côte méditerranéenne, qui était républicaine, révolutionnaire, athée, laïque en fait. Celle à laquelle j'appartiens, puisque personnellement je suis de tradition judéo-bolchevique, si on peut dire. Et puis une France périphérique, qui était de tradition catholique jusqu'aux années 60, c'est-à-dire l'ouest de la France, l'est, toute une sorte de constellation périphérique. Et il faut savoir que cette constellation catholique périphérique a passé 2 siècles à résister à la République, ancrée dans des valeurs de hiérarchie, d'autorité, d'inégalité. Et ce qui est très surprenant dans la carte des manifestations, c'est une surreprésentation du simple au double de cette France catholique périphérique. Ça n'est pas le catholicisme, c'est ce que j'appelle le catholicisme zombie. C'est-à-dire un catholicisme qui a été actif jusqu'aux années 60, qu'on avait d'ailleurs étudié de façon très technique et non idéologique avec mon collègue Hervé Lebras dans le Mystère français. Et donc, ces régions où le catholicisme s'est effondré. Et ce que j'explique dans le bouquin, donc on découvre que la religion a disparu et cette France-là avait besoin de trouver un bouc émissaire toute la pour France, remplacer son propre catholicisme. Et ce bouc émissaire, c'est l'islam. C'est ça. Oui, absolument. Et la France laïque aussi, de tradition, ne va pas bien. Mais ce qui est fondamental pour amorcer une réflexion sociologique, la recherche, si vous voulez, quelquefois, c'est pas l'idéologie, c'est une analyse empirique. Et puis, une bonne recherche, ça s'appuie sur un fait de départ qui est inhabituel, surprenant, qui vous interpelle. Et là, ce qu'on trouvait derrière les gens qui réclamaient la laïcité, le respect d'autrui, etc., c'était les régions qui, dans toute l'histoire, avaient manifesté exactement les sentiments inverses. Et c'est de ça que je suis parti pour comprendre. Et c'est ça qui ensuite me permet de comprendre la signification de ce que j'appelle néo-républicaine. C'est plus la vieille République, c'est une République, on est forcé d'aller très vite, mais il y a tout un livre derrière avec toute une logique, etc. Oui. La République qui n'a plus rien de la République telle qu'on... elle est, en vérité, selon vous, pour ce qui concerne les forces socio-anthropologiques qui la soutiennent, elle descend beaucoup plus clairement des régions qui ont été anti-dreyfusardes, donc antisémites, et des régions qui ont soutenu Vichy. Et donc il y a un vrai problème dont on va continuer à parler, j'espère.